Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, après cette longue interruption d'au moins 3 mois en raison de la censure que nous avons subie de la part de YT, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons reprendre le cours de nos émissions et pour cette reprise, publier une archive de 1990 où Janine la jeunesse, nous parlait d'ostéophonie. Voilà, alors vous allez voir, le son n'est pas très bon, l'image, bon, c'était une cassette VHS transcrite en MP4. Ça a le mérite d'exister encore, car il y avait très peu de vidéos à l'époque. Cette technique-là est très importante pour ceux qui veulent travailler le CVQ, l'équilibre du squelette, parce que on doit savoir qu'un mauvais placement du son déséquilibre à la fois le psychisme et les os du crâne. D'où cette technique ostéophonie. À l'époque, on avait fait des expériences avec Janine où la personne qui avait la voix mal placée, moi j'étais en tant qu'ostéopathe et futur d'ailleurs ostéobioticien, avec mes mains sur le crâne, et on sentait la déviation des os du crâne quand le son de la personne qui chantait, enfin ce sont des exercices, était dévié. Donc Janine faisait redresser le son par une posture, donc par une modification, bon, c'était le cours, et moi je sentais que les os du crâne se redressaient. Et réciproquement, j'arrivais à redresser avant les os du crâne, et par miracle, le son se renormalisait. La personne arrivait à chanter. C'était fou, hein. Donc, au début, cela s'appelait, il y a très longtemps, yoga du son, et après yoga chant, et ensuite ostéophonie, quand finalement je suis intervenu dans cette technique. Maintenant, je dois dire qu'elle va être reprise par Nolwenn, qui va reprendre les cours. Bon, ça sera en Bretagne, éventuellement plus loin. Donc, il n'y a que cette technique-là d'ostéophonie, bon, qui a été copiée. On a été le premier à déposer le nom, puis il y a énormément de gens. Alors maintenant, il y a un peu tout et n'importe. Enfin, on va dire c'est l'ostéophonie originelle qui sera proposée. J'ai réussi à transmettre cette technique donc à Nolwenn, qui pourra reprendre les cours, et j'espère que certains pourront en profiter. En tout cas, voilà, le message est passé. Dans une autre interview là, que j'ai faite, donc on m'a interviewé sur la qualité du son par rapport au placement de la mâchoire, et vous allez voir, c'est très intéressant par rapport aux gens qui perdent leurs dents, qui déminéralisent. Cela correspond souvent à une interférence psychique où le rapport avec le venin, vous voyez, comme le serpent, le serpent qui a du venin, eh bien, ce venin-là va acidifier la mâchoire et déminéraliser. Donc, vous voyez comment on peut étendre tout cela à cette qualité du son qui sera proposé en ostéophonie. Voilà, bonne écoute, soyez un peu indulgents au début, Janine a entre guillemets un peu de mal à démarrer, vous allez la voir avec sa petite jupe, c'est tellement vieux, ça fait 40 ans, et le contenu, vraiment, je crois, encore très important de nos jours. Voilà, bonne écoute. Par rapport à plein de choses. Dès qu'on passe dans le son, on passe automatiquement dans la matière, on passe dans l'amour, on passe dans plein de choses, puisque c'est lui le générateur de tout. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser astrologie, puisque c'est mon dada. C'est ma fille. C'est extraordinaire l'astrologie. Il y a un micro incorporé. Oui, normalement. Il y a tellement de choses extraordinaires, mais il faudra plusieurs vies pour arriver. Pas tout. C'est passé avant. Peut-être que je le peux. Pour certains problèmes, justement, je pense qu'on peut voir. Là, aller chercher des explications dans le passé et puis se boucher les yeux pour les problèmes présents, je trouve que c'est une perte de temps. Parce que disons qu'on peut essayer de... Je crois qu'elle est restée là. C'est des cigarettes? Elle est devenue sandwich. C'est pas des cigarettes quand même.
Oui. Il a dit 5 minutes. Oui, ça fait déjà plus de 5 minutes. Ça fait plus. Ah oui, bah, je surveille la montre. On y va? Alors, je vais commencer par vous parler de l'ostéophonie. J'arrive à une période où une nouvelle méthode de chant, on pourrait dire, existe. Je vais essayer de vous parler déjà du son chanté et de voir les chemins que le son chanté a pris. Alors, on pourrait mettre le son chanté en haut. Le son chanté, pourquoi est-ce que l'homme a commencé à chanter? Eh bien, on va faire un petit retour en arrière, très très loin. On va essayer de se recaler à l'époque de l'après-Lucie. Vous vous souvenez, Lucie, c'est ce squelette que Yves Coppens a découvert et qui nous a permis de dater un petit peu le redressement de l'individu, de la marche à quatre pattes à la bipédie. Au début, Lucie, qui était nantie d'un bassin un peu large et aplati et basculé en avant, était un hominidé, on pourrait dire, qui marchait de cette manière. Elle pouvait donc continuer à grimper et elle commençait à marcher. Et sa marche à quatre pattes était déjà que ponctuelle. Mais ce que je voudrais dire dans ce redressement, c'est que le larynx, qui était au départ un os qui faisait partie de la tête, devient un os qui fait partie du cou et qui va permettre de d'énoncer des borborings dans un premier temps, et puis quand la bipédie va être complètement acquise, que le bassin va se grandir un petit peu, le langage va commencer à s'élaborer. On voit un lien entre marche sur deux jambes et descente du larynx. Et les signaux vocaux que les gens vont échanger dans les tribus pour correspondre, pour dire leur bien-être, pour dire leur mal-être, pour s'avertir des dangers, pour toutes ces choses-là. Au bout d'un certain temps je vais dire, de la vélocité de la marche, puis petit à petit de la voix, un langage va s'installer, puis loin dans le temps, en se rapprochant vers nous, un langage conceptualisé, un vocable. Mais le son chanté a commencé quand l'individu a pris conscience qu'il y avait quelque chose de plus fort que lui. Il y avait les animaux qu'il commençait à vaincre, puisqu'il y a eu l'âge du fer pas du fer, l'âge des armes, où il a commencé à tuer les animaux et pouvoir se nourrir. Pour dépasser cet état simplement d'animal évolué, l'homme a commencé à chanter. Et il a chanté pour invoquer des choses moins matérielles, moins grossières, moins animales, qu'on peut assimiler à une énergie divine. Et il a chanté donc pour soit faire venir la pluie, soit faire venir les troupeaux, soit faire pousser les graines. Donc on commençait à chanter pour invoquer quelque chose, une énergie supérieure à l'homme. Et on peut dire donc que le premier chant était un chant destiné au divin. C'était un chant religieux dans le sens étymologique du terme, pour être relié. Puis petit à petit, la civilisation arrivant, ce chant est devenu un moyen d'expression
il y a eu après la musique, je vais très vite, n'est-ce pas, dans l'évolution. Il y a eu la musique et le chant est devenu une expression et petit à petit un art pour porter à un public des émotions qui avaient été écrites soit dans des morceaux de musique, soit dans des poésies, et on arrive à la chanson. Et donc, on a oublié tout le côté religieux dans le sens originel. Bien sûr, nous avons les chants religieux dans les églises, mais il n'est pas chanté d'une manière religieuse, il est chanté d'une manière mentale, avec toute une histoire, et ça devient des litanies, mais ça n'est plus le chant spontané, chargé de vibrations animales, pour atteindre un état supérieur, un monde divin, et que les deux puissent être en relation. Donc on voit la déviation de la vibration qui passe de l'homme de la préhistoire à nos jours, où on voit que finalement ça n'est que l'expression, maintenant on pourrait dire, de fantasme. Puis il y a une deuxième voie, alors le son chanté, donc, qui mène au chant d'aujourd'hui. Je vais quand même vous donner une définition du chant, parce que c'est le chant d'opéra qui reste quand même la souche de la technique vocale la plus structurée. Je vais vous donner la définition donc d'un laryngologiste du début de ce premier quart de siècle. Il dit que la technique vocale est un mode d'utilisation de nos organes phonateurs sur la base d'automatismes sensitivomoteurs stabilisés par l'éducation, ayant en vue un certain rendement vocal en hauteur, timbre et intensité. Ça montre que cette technique vocale d'opéra n'utilise que les organes phonateurs et s'arrête donc à ce niveau-là. Les organes phonateurs sont ici. Larynx, la tête, comme première caisse de résonance, et bien sûr tout de même le diaphragme et le ventre comme assise. Je me souviens avoir assisté à... Je vous donne un exemple pour essayer de comprendre. J'ai assisté à l'enregistrement d'un musique-au-chœur avec Ève Ruggieri. C'était très intéressant parce que il y avait un morceau de, on pourrait dire, de bravoure pour la cantatrice. Elle avait donc des notes élevées. Et dans l'après-midi, elle avait eu un gros problème affectif, puisque dans la troupe, elle s'était rendue compte que son petit copain, qui était le ténor en question, sortait avec une autre fille du groupe, et la pauvre cantatrice s'en est rendue compte avant la représentation. Eh bien, elle n'a jamais pu atteindre ses aigus. On a recommencé le tournage 6 fois. Elle ne les a pas eues de la soirée. Et pourtant, techniquement, elle les avait. C'était sûr. Et bon, nous qui étions au courant, ça nous faisait rire. C'est pas gentil, mais c'est drôle. Et pour elle, ça n'était pas drôle du tout. Pour les techniciens, encore moins. Et pour les spectateurs, parce que dans les émissions de musique au chœur, vous avez des spectateurs dans une salle qui font le public. Mais tout est... La claque, oui, tout est organisé. Et malheureusement, il fallait reprendre, et finalement, c'est la technique qui a remplacé l'interprète, puisque au moment où elle n'a pas pu réussir sa note aiguë, eh bien, tout le monde a applaudi, et puis c'était en fait. Et ça fait réfléchir, parce qu'on peut rire comme ça, mais ça fait réfléchir, parce qu'on se dit, bah, tiens, la technique vocale n'est pas suffisante pour dépasser le stress occasionné par un problème affectif. Donc on voit que technique vocale, sentiment,
stress, émotion, tout ça, ça fait qu'un seul méli-mélo. Donc, il y a une faille dans la technique. Diderot déjà s'était posé la question, puisqu'il disait « L'artiste pour exprimer doit sentir lui-même ou seulement mimer ». Il se posait la question, est-ce qu'on doit sentir soi-même ou est-ce qu'on doit mimer le sentiment? Et je trouve que ça s'applique bien au chant, parce que dans le cas que je vous ai présenté, eh bien la personne jouait son propre sentiment dans sa vie, et elle ne pouvait pas jouer celui du rôle, puisqu'elle avait la technique qui n'était pas suffisante. De leur corps pour essayer d'atteindre une vibration plus subtile en haut, de manière à obtenir soit une meilleure chasse, soit une meilleure culture, ou soit de la pluie ou du soleil, eh bien, là, j'ai vu que le bébé qui naît peut retrouver tout l'axe vibratoire de l'individu et sa connexion directe avec une énergie supérieure. Alors, pour illustrer un petit peu le passé de ce que j'ai vécu la semaine dernière, je vais vous donner une petite définition du chant énoncé par les Védas. De la semence, mais sans reconnaître vraiment que cette semence est un élément purement acoustique, qui part de la bouche d'un dieu pour féconder sa propre oreille. Ça, c'est très intéressant. Ce que ça veut dire, qu'à chaque fois que l'on parle, qu'on émet un son chanté, on se nourrit avec le son qui revient à l'oreille. C'est une très belle image qu'il faut conserver. Donc, les dieux, ils disent aussi que les dieux réalisent la parthénogenèse en se chantant à eux-mêmes. Qu'est-ce que la parthénogenèse? Alors j'ai repris la définition du dictionnaire de biologie qui dit que c'est le développement d'un œuf qui a été activé en l'absence d'un spermatozoïde. Là, on arrive un petit peu au tantrisme. Je ne suis pas là pour vous parler d'histoire, civilisation et bouddhisme. C'est intéressant de voir que lorsqu'on émet un son, qu'il revient à l'oreille, que si on était des dieux et qu'on fasse la même chose, on se met en parthénogenèse. Si on est un simple individu humain, ça veut dire que si on chante et que notre son revient harmonieusement à notre oreille, on devient créatif. Fait poser beaucoup de questions. Et encore une petite information, mais cette fois-ci de l'école d'Héliopolis, qui est une ancienne ville phénicienne et qui se trouve actuellement dans notre géographie actuelle au Liban, pour vous situer. Il y a deux théories sur la création du monde, où on dit que le dieu soleil engendra les autres dieux au moyen d'un cri de lumière. C'est intéressant, cri de lumière. C'est un cri qui amène la possibilité de voir. Et la deuxième définition, c'est la création est le dieu soleil qui engendre les autres dieux au moyen d'une masturbation ou d'une expectoration du dieu soleil, en vomissement. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a
dans cette école deux systèmes de création. Il y en a un qui est très subtil, qui part du son et de la lumière, et l'autre qui part d'une élimination, on va dire d'un vomissement beaucoup plus tangible. Je vous laisse toutes ces images en tête pour qu'elles germent et puis que vous fassiez votre propre synthèse après cette conférence ou que vous posiez des questions après. Pour moi, j'arrive avec ces images toujours au son créateur et au son du bébé à la naissance. Et pour moi, le premier ostéophoniste, c'est le bébé qui rentre dans notre monde. Que fait-il? Même pas complètement sorti de la mère, le bébé crie. En criant, il fait pulser les os du crâne. Ça se voit, c'est fantastique. Je ne l'avais pas remarqué quand ma fille était née. Mais là, j'étais à l'écoute, avec mes oreilles, avec mes yeux. Le crâne pulse, et le crâne qui est déformé par le passage étroit du bassin, se remodèle, et on le voit, il se resculpte. Le bébé ouvre la bouche, la referme. Donc, il y a un mouvement des masséters qui entraîne les mouvements des muscles tout autour le crâne. Ça pulse. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que tout l'axe vertébral se tend, et on sent l'énergie qui passe, mais c'est fabuleux. Cet enfant qui est resté pendant 9 mois dans une coquille, l'utérus est peut-être souple, mais c'est quand même, l'enfant est arrondi en permanence, du début jusqu'à la fin. Et son axe vertébral, au sortir du bassin, se tend et le cri le fait vibrer. Et tous les bruits de la mère qui faisaient vibrer la colonne vertébrale du bébé, ces bruits de digestion, ces bruits d'intestin, les sons de l'environnement, les sons de la mère quand elle parle, tous ces bruits sont remplacés, ces bruits qu'il faisait vibrer sont remplacés par sa propre voix. Donc on voit qu'un enfant qui a été nourri de vibrations par l'extérieur, et de vibrations confortables, puisque en même temps il avait la nourriture, il avait tout en même temps. Et bien lorsqu'il sort, va s'autonomiser, il va devenir lui. C'était un fœtus, il devient un être humain. Et pour prendre son identité vibratoire, il crie, sa colonne se met à pulser, son crâne aussi, ça y est. L'unicité est faite entre la tête et le corps, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est le premier ostéophoniste. Alors, bien sûr, moi, ostéophoniste, mécaniste, je ne vais pas vous remettre dans le fœtus, à l'état de fœtus, c'est pas possible. Mais je vais essayer de retrouver toutes les conditions pour faire ressortir le son qui restructure et qui met tout le corps en vibration et surtout qui rend l'unicité tête-corps. Lorsque le bébé continue à crier, là je vous ai parlé donc des premiers instants de vie, le bébé existe par le premier son qu'il émet, mais ensuite il se purifie par les sons qu'il émet. Il se purifie de quoi? Eh bien, l'environnement de nous. Nous sommes tous des agresseurs vibratoires. Lui qui a été nourri par les vibrations de la mère, ou les vibrations des autres filtrées par celles de la mère, il va d'un seul coup être tout seul pour se défendre contre les agressions vibratoires des autres. Et les agressions sont visuelles, sonores, olfactives, tactiles, si quelqu'un le prend. Et au niveau du goût, si on lui met un doigt, si on lui donne de l'eau, si on lui donne du lait, si on lui donne tout ça. Donc, le bébé
va hurler. Ça, toutes celles qui ont été mamans savent ce que c'est qu'un cri du bébé, c'est Wouah, il y en a plein partout. Il hurle de la pointe des orteils jusqu'au sommet du crâne, il se fait tchou comme ça, et il se purge de toutes ces cochonneries vibratoires qui lui font mal, qui le stressent, mais il a encore les moyens de se défendre puisqu'il vient en hurlant à la naissance, il a découvert que ça fonctionnait très bien. Donc il continue. Et il va hurler à chaque fois que ça n'ira pas. Que va faire la mère? Il va avoir mal aux oreilles. L'environnement, on va gaver bébé de l'eau sucrée, de tout ce qu'on veut pour avoir la paix. Horreur. On commence déjà à l'étouffer et à l'empêcher de se défendre. On lui casse sa personnalité en le bourrant de tas de trucs. Puis maintenant, avec les tisanes de bébé, ça existe depuis peu, on va commencer à déformer le système d'auto-nettoyage des vibrations négatives dans lesquelles vit le bébé. Et ça, vous imaginez la barbe à papa qui va se former autour de ce bébé et quand il arrive à 20 ans, tout ce qu'il a enroulé autour. Ça, c'est catastrophique. Alors, j'ai créé l'ostéophonie pour essayer de dérouler la barbe à papa à l'envers. Comment ça va se passer? C'est très simple. On va essayer de remettre l'individu dans le contexte physique, mais vous imaginez, lorsque vous avez dépassé la trentaine, je suis gentille, en sachant que les vibrations non purgées vont faire des problèmes et qu'en plus, dans ma première partie là, après le chant, je vous ai parlé du langage. Il y a le langage qui s'est conceptualisé. Donc le son n'a plus été une simple vibration, ça a été un travail mental avec des mots qui voulaient dire des choses, sur lesquelles on mettait des symboles, des images, des émotions, et puis une éducation, et puis. Eh bien, que va-t-on faire arriver à un moment où plus rien ne va, où on commence à être patraque de tous les bouts sans être vraiment malade? Eh bien, on va essayer de régler, donc de faire ce nettoyage que se faisait le bébé à la naissance. On va essayer de se le faire avec des mots. Puis on va aller voir, premier temps, le psychologue, après le psychothérapeute, puis après le psychanalyste, puis après le psychiatre, et puis après on est tellement bien, on ne fait plus rien, on tourne en rond. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Et on n'est plus qu'un ersatz d'humain. On n'est plus l'homme. On nous dit dans la Kabbale que l'homme, c'est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. L'intermédiaire, tous les barreaux de l'échelle. C'est parfait, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il en reste? Plus grand-chose. On est juste un intermédiaire, j'allais dire, passé au micro-ondes. On est complètement écrasé, on vit, je dirais, zombie. Pour les biopsychanalystes, plus rien ne pulse. Le crâne est rivé, vous savez que les os du crâne ont des sutures, ça fait comme ça, ça fait plus comme ça du tout, c'est doit être fermé. Alors quand il y a une tension ou un échauffement en haut dans le cerveau, ça vient faire une migraine, c'est tout. On prend un petit comprimé, ça dilate les vaisseaux, ça passe mieux, et ça coince ailleurs. La loi des compensations. Et donc, notre état, ça ne s'améliore pas. Donc, on dégénère petit à petit, et l'individu, disons, naturel, que l'on avait au départ, eh bien, devient une boîte toute sèche, du papier mâché. Alors, avec l'ostéophonie mécanique, on va essayer de remettre tout ça en état. Mais je vous assure que quand on est passé, je vous ai dit, quand on a fait toute la lignée des psys, on arrive, on est bien cassé.
on a du mal, le corps a pris des positions vicieuses pour pouvoir supporter justement toute cette charge. Parce que le corps est aussi l'exutoire de la tête. Donc on a pris des mauvaises positions, c'est tordu. On vient tout fermer. Partout. On a mal là, on a mal là, on a mal là, on n'entend plus. L'essence s'altère, se referme. Et petit à petit, on tombe malade. Avec l'ostéophonie, on peut s'en sortir. C'est pas facile, dans le sens où tout ce qu'on a fermé, et tout ce qu'on a comprimé, tout ce qu'on a durci, ça va devoir se fissurer, éclater et s'ouvrir. Donc vous imaginez tout ce qui peut remonter. Et mon travail à moi d'ostéophoniste, ça va être de retrouver la position du bébé qui crie quand il vient de naître. Je peux vous dire que le travail est long avant de retrouver la sensation initiale. Alors, quand vous voyez le bébé crier, vous voyez qu'il y a le ventre. Quand je peux le montrer sur moi, c'est plus simple. Je vais fonctionner pour les coquilles. Il se sert du ventre, vous avez déjà vu, comme ça. Il se sert du diaphragme qui est très souple, encore. Ce diaphragme est commandé par le nerf phrénique qui prend sa racine ici, entre la 3e et 4e cervicale. Et il est encore, le bébé, bien symétrique. Et nous, quand on arrive à un certain âge, on n'est plus tellement symétrique. On a les pieds qui sont un petit peu déformés. L'allus valgus, c'est pas grand-chose. Il n'y a rien que ça, ça déséquilibre tout le corps. Et pour rééquilibrer un allus valgus par l'ostéophonie, ça fait mal dans tout le corps, pour un petit décalage du pied. Le travail va être de retrouver la symétrie. C'est la première, ce n'est pas toujours le mot travail, c'est la première organisation squelettique qu'on vous demande. Retrouver la symétrie. Parfait. Des deux côtés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à chaque fois que vous avez rétréci d'un côté, vous avez compensé de l'autre, il y a des problèmes qui sont venus, et en rétablissant la symétrie par un travail physique, l'ostéophonie, ce sont des sons faits avec tout le corps. Au début, il n'y a qu'une partie du corps, celle la moins lésée, qui va s'activer. Puis après, on va faire participer à peu près tout le corps. Mais au début, c'est qu'un petit peu. Mais à chaque fois qu'il y a un petit peu de corps qui travaille, il va y avoir une libération des tensions. Ça peut amener une image, ça peut amener une émotion, ça peut amener de la colère, ça peut amener plein de choses. Il se passe quelque chose ou simplement le dégoût d'un aliment quelconque dans la semaine qui suit. Mais il y a toujours une manifestation corporelle et physique qui se passe. Des douleurs aussi. Des douleurs à un endroit qui paraît bizarre par rapport à ce que l'on a travaillé. Eh bien, tout à l'heure, je vous disais que ce laryngologiste du début du siècle disait que la technique vocale n'utilisait que les organes phonateurs. Nous allons utiliser tous les muscles du corps, essayer de faire vibrer tous les os du corps pour pouvoir retrouver notre cri de bébé à la naissance. Et pour ça, on va utiliser le ventre, le diaphragme, les côtes, le redressement total. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, on élimine les petits problèmes, les petites inhibitions, les éducations un peu sévères, les choses qu'on n'a pas voulu faire, les choses qu'on aurait bien voulu faire,
Et on retrouve petit à petit l'énergie du petit bout que l'on était il y a très longtemps. Bien sûr, plus on commence tard, plus c'est long, mais il y a du résultat tout de suite. C'est pas toujours agréable, c'est très physique. Et c'est là qu'on se rend compte si on a été très mental ou pas beaucoup mental. Quand on a été très mental, la voix est très loin du corps. Quand on a vécu dans l'illusion, tout à l'heure on parlait de paranormal, eh bien, quand on a été dans le spiritisme, dans ces choses-là, on le voit aussi. Le corps qui chante, la voix peut se trouver à 1 ou 2 mètres du corps. Le travail de l'ostéophonie, c'est de ramener tout ça, le mental et l'extra-mental, dans tout ce qui est chair, os, sang, nerfs, tout ce qui est notre animal. Et on peut nettoyer les problèmes-ci sans les mots. Vous pouvez avoir un problème à cœur, une idée qui vous turlupine, et je peux vous dire que quand vous sortez ou quand vous êtes en cours d'ostéophonie, vous ne pouvez plus penser à vos tracas. Ce n'est plus possible, puisque vous faites un travail de réidentification avec votre corps par la vibration. Vous dépassez le mot. Vous rentrez dans la structure vibratoire. En plus, cette ostéophonie ne se fait pas sur des sons comme ça, comme il existe dans le yoga du son ou dans d'autres techniques vocales pour s'exprimer. L'ostéophonie se construit sur la structure de la gamme tempérée, donc de notre civilisation musicale. C'est très important, je trouve, de se restructurer dans le monde, dans la technique sonore du monde dans lequel nous sommes nés. Peut-être, je n'ai pas eu le cas, peut-être que des Indiens pourraient aussi se restructurer en ostéophonie, mais je me souviens d'une personne qui était arabe, mais je ne me souviens plus de quelle région exactement, et qui refusait de chanter à la manière ostéophonique parce qu'elle ne voulait pas perdre sa tradition. Donc je dirais que l'ostéophonie telle que je l'ai construite, conçue, elle a été faite dans le système musical européen, puisqu'on utilise la gamme tempérée de Jean-Sébastien Bach. Moi-même étant musicienne, j'ai fait toutes mes études au conservatoire dès l'âge de 6 ans. J'ai été chanteuse pendant longtemps. Je n'ai donc pu construire une technique qu'à partir de mon bagage intellectuel et culturel. Donc c'est une limite de l'ostéophonie, je pense qu'il faut dire. Peut-être ça pourrait le dépasser, ça dépend de l'individu. Cette personne-là m'a donné une limite, je ne sais pas si d'autres la mettraient. Mais je sais que moi-même, pour avoir étudié pas mal les chants soufis, et avec un soufi, je dirais qu'il y a un positionnement du son qui met l'individu en restriction vibratoire, en restriction harmonique. Et ce soufi que j'avais fait travailler, qui est un médecin également, qui fait beaucoup de recherches sur le son, m'a dit que l'ostéophonie permettait une plus grande ouverture et lui permettait à lui de chanter avec beaucoup plus d'amplitude et de rayonnement au niveau méditatif.
voilà, en quelques mots, l'essentiel de l'ostéophonie. Alors, par rapport au chant, je me situerai plutôt en luthier de la voix, alors que le professeur de chant est un expérimentateur, un instrumentiste, et que nos deux métiers sont totalement différents. Lorsque on va dans un conservatoire pour apprendre le chant, on y va avec son instrument, on y va avec une bonne voix. Quand on veut apprendre le violon, on y va avec son violon. Et bien là, pour le chant, c'est la même chose. On veut faire du chant, on y va avec sa voix. Et l'ostéophoniste, par contre, peut construire une voix bien abîmée par tous les problèmes d'éducation, d'école, de tout ce qu'on veut, ou même personnel. On se crée, parce qu'on peut s'en créer des problèmes. Et j'ai eu le cas de gens qui sont venus me voir avec peu de notes dans la voix, 3, 4 notes maximum, et qui ont pu intégrer une voix parfaite et qui ont gagné ensuite une partie de leur vie avec les concerts qu'ils ont donnés. Donc, ça amène à réfléchir sur la tessiture, parce que vous avez dû entendre parler de la tessiture. Qu'est-ce que vous êtes? Vous faites du chant, qu'est-ce que vous êtes? Ténor, soprano, non, je suis colorato, les voix, je suis haute contre. Bon, tout ça, pour moi, ça ne veut rien dire, parce que l'instrument peut se développer, s'amplifier, autant qu'on le veut, autant qu'on le travaille. Et quand on travaille en ostéophonie, on travaille autant sur sa personnalité, sur sa personne, en 2 mots, personare, nous sommes une résonance du divin. Et le son que l'on émet est pour moi une expression de ce que l'on est. Donc, on ne doit pas mettre de limite en se disant « je suis telle tessiture ». Non, je suis momentanément telle tessiture. Mais elle peut encore monter ou elle peut encore descendre. Je me souviens aussi d'un cas d'une jeune femme qui se trouvait avec des problèmes de voix, c'est pour ça qu'elle était venue nous voir. Problème de voix, évidemment, de personnes, et elle était chanteuse, elle était mezzo-soprano à l'opéra. Elle est arrivée donc avec un métier en main, fait avec sa voix. Après l'avoir testé en ostéophonie, moi je lui ai dit, vous chantez, oui c'est bien, mais pas sur votre registre. Vous chantez sur un registre que vous vous êtes fabriqué psychologiquement, et pas sur le registre qui vous convient. Elle m'a dit, oui je sais, mais je ne peux pas faire autrement, je veux régler le problème qui arrive maintenant. Et elle ne pouvait pas le régler tant qu'elle n'avait pas réglé son problème intérieur. C'est un problème d'identité qu'elle avait résolu en prenant une voix d'homme, problème de féminité refoulée. Elle chantait en voix d'homme, son répertoire était en voix d'homme, elle était coincée. Et tous les problèmes hormonaux qui s'étaient greffés là-dessus ne pouvaient pas se résoudre par un médicament. Problème. Vous voyez que la voix, c'est pas anodin. Et quand ce n'est qu'une technique vocale, c'est grave, ça peut devenir grave. Heureusement, il y a l'ostéophonie. Et puis, quand on chante avec tout son être, eh bien ça fait du bien. Je vais terminer par une phrase de Shivananda qui dit que l'esprit s'unit au son comme le lait s'unit à l'eau. Donc, quand vous chantez pleinement, votre esprit se calme et il n'y a plus de problème. Voilà, je crois que je vous ai parlé de l'ostéophonie. Quant au psychisme, il y a ces liens.
entre voix et psychisme. Maintenant, vous êtes gentil. Maintenant, je vous laisse la parole pour les quelques questions qui voudront bien se poser. Ai-je répondu aux questions que s'étaient posées les personnes qui étaient venues voir au stand de Marjolaine? En gros. Il n'y a plus de questions? Non, enfin la question, évidemment, c'est finalement la façon dont c'est présenté, c'est la méthode, je dirais, miracle, un petit peu. On va vivre sa naissance. Ben, c'est pas miracle C'est dans la renaissance. mesure où vous êtes obligé de vous investir très violemment. Hein. C'est une renaissance un petit peu. Oui, mais vous imaginez, une renaissance à partir d'un certain âge, il faut pas mal de temps. Mais ce qu'il faut garder, c'est ça, comme idée. C'est que l'ostéophonie, c'est arriver à retrouver cette unicité corps, son et pulsation du crâne. Donc, nettoyage. Les gens qui sont passés entre mes mains ont souvent dit ah, je peux plus penser, je peux plus parler, je suis ivre. Parce qu'on cherche, en plus, c'est une méthode de diagnostic facile. Vous imaginez la personne qui, en cours d'ostéophonie, me dit ah, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, ou qui parle, qui n'a pas mal à la tête sur l'instant, mais qui part et qui me téléphone, j'ai terriblement mal à la tête. Ça arrive. Ben, c'est diagnostic que le squelette ne vibre pas, que tout est bloqué. Bloqué par des tas de choses. Travail devant l'ordinateur. On le décèle très facilement. Alors, ça peut faire mal pendant quelques temps, et puis après, ça se résout. Que la technique que vous proposez, finalement, c'est au lieu d'avoir un instrument de musique original, l'instrument de musique, c'est... Oui, je le reconstruis. C'est le corps entier. Oui, corps entier. C'est le corps entier, je le reconstruis d'une manière symétrique. Pour moi, vous arrivez comme une trompette cabossée, si vous voulez. Hein, et puis musicothérapie active et passive, peut-être. Oui, Si tu alors, l'ostéophonie. ça fait une musicothérapie, oui, active. Mais... Oui, enfin, je voulais pas en parler. Parce que musicothérapie passive, c'est quand vous écoutez de la musique. Bon, ça va bien le temps que vous l'écoutez, mais ça sert à rien. J'ai fait partie des premiers pionniers de la musicothérapie, et puis on était tous pour la musicothérapie active, jusqu'au moment où les médecins s'en sont mêlés, parce qu'ils nous ont acceptés pour travailler avec eux, et puis après ils se sont dit, mais c'est tellement plus simple de donner des musiques à entendre. Bah oui, mais vous n'avez pas besoin d'un médecin pour écouter la musique. Alors, la différence entre l'ostéopathie et la musicothérapie. Non, l'ostéophonie. L'ostéophonie, oui. Oui, alors, eh ben, l'ostéopathe, il met ses mains. Non, il y a entre la musicothérapie, vous avez dit. Non, entre l'ostéopathie L'ostéopathie et la et musicothérapie. Alors, et- parce que l'ostéopathie, c'est pas la conférence d'aujourd'hui. Ah non, l'ostéophonie. non, entre l'ostéophonie et l'ostéopathie. oui, voilà. L'ostéopathie. Non, entre l'ostéophonie et la musicothérapie. Active ou passive? Moi, je sais pas, je connais pas. Bon alors, je vous ai dit, la musicothérapie passive, c'est écouter de la musique. Ah oui, c'est Et vous avez des gens bien pensants qui vont vous dire, ça c'est bon pour le tel stress, ça c'est bon pour le foie, ça c'est bon pour ci, ça c'est bon pour ça. Ça dépend. Parce que vous, si vous avez été élevé avec de la musique moderne, eh bien ce sera la musique moderne qui va vous faire du bien. Il y a des tas de choses qui ont été véhiculées pour lesquelles je ne suis pas d'accord en tant que musicienne. Ma foi, il faut bien que tout le monde vive. On va en rester là. Ce que vous vouliez préciser, c'est que vous avez quand même la voix totale, je crois. L'oreille absolue, L'oreille, c'est l'avantage de certains musiciens qui bénéficient d'une mémoire particulière, on va dire, du diapason. Et c'est comme s'ils avaient un diapason enregistré dans la tête. Donc, ce qui fait que dès qu'ils entendent un son, ils savent exactement à quelle hauteur il est. Et ça permet de décoder très vite les problèmes, pour moi en ostéophonie par exemple, puisque c'est vrai, j'ai cette chance-là d'avoir l'oreille absolue, de décoder tout de suite où se trouve le problème.
quand je vous mets dans la position d'ostéophonie, je vois tout de suite si le problème est dans une vertèbre, dans un organe. Dans un organe ou dans la tête ou n'importe où. Oui, ça se... Vous faites l'analogie tout de suite. Oui, ça se fait tout de suite. C'est comme un téléscripteur. C'est pas mal. Oui, mais faut dire que l'oreille absolue, on l'a, d'accord, mais si ça ne se travaille pas, on n'a pas les moyens d'écoder. J'ai énormément travaillé au niveau des dictées musicales de toutes sortes, hein. Que ce soit au niveau des percussions, au niveau des rythmes, au niveau des instruments différents, au niveau du piano, plusieurs notes. Là-dessus, il faut une formation quand même très, très sérieuse. Oui, au niveau de la musicothérapie, c'est tout. Non, vous m'avez répondu. Vous m'avez répondu là, je crois. Oui. Alors c'est une influence sur votre technique, là, c'est une influence. Ah oui. Parce que moi j'ai toujours un problème. Je ne peux pas parler en public par exemple. Alors je vais essayer d'expliquer. Alors, Je vais essayer d'expliquer comment ça se passe. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de cette cantatrice qui s'est trouvée coincée par ses émotions personnelles au niveau de l'interprétation d'une mélodie. Bon, il est certain que quand on est dans l'aigu, il faut donner du tonus. Le tonus, elle ne l'avait plus parce que l'émotion était là. Donc il faut une digestion des émotions en même temps que l'on chante. Il faut que ça se fasse ou avant ou pendant, il faut que ça se fasse, sinon le son ne sort pas. Mozart avait trouvé un moyen génial, c'était un petit coquin. Une de ses cantatrices n'arrivait pas à sortir les aigus, qu'il avait écrit pour elle un petit peu en vacherie, entre guillemets. Et il est rentré dans les coulisses sans se faire entendre. Et au moment où elle avait une note aiguë à faire, il l'a pincée. Et le son est sorti tout seul. Je lui ai dit, voilà, c'est facile. Ça montre bien aussi que quand le corps est activé à fond, bien, le son sort. Mais ce que nous avons perdu comme intelligence cellulaire, c'est la participation du corps dans l'émission sonore. Quand, pour avoir la trouille là, je ne sais pas si je l'ai eu ou pas, je ne me suis même pas posé la question. Mais quand on travaille de cette manière en ostéophonie, on file la responsabilité de l'émotion ou du trac au corps. Et comme il y a l'habitude de broyer les problèmes, en rentrant les muscles, en faisant tout ce qui est nécessaire, en se redressant, comme le petit bébé, hein, eh bien, ce qui aurait pu être une crainte, c'est quoi le trac? C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Comment vous l'envisagez, la définition du trac? le trac? Oui. Oh, c'est difficile, ça peut être aussi le trac de l'artiste. Hein. C'est quoi le trac de l'artiste? C'est manque de confiance en soi. Il a tellement dépassé son... Il sait qu'il est bon, il est de grande valeur, et puis il a peur le jour-là de ne pas être à la hauteur, peut-être le jour-là. Ben, c'est la tête qui va pas. Oui, c'est la tête de regarder des autres. Voilà. Et c'est quoi ça? Ça, c'est pas le corps, ça, c'est la tête. C'est ça que je veux vous faire dire. Donc ça n'existe plus, puisque vous êtes un. Oui, si de quoi pouvez-vous avoir peur, puisque vous allez être entier dans tout ce que vous allez exprimer? S'il y a un trou, pouf, le corps il sera alimenté. Ça reconstruit en quelque sorte l'énergie cellulaire, on peut dire un peu. Oui, oui. Moi je me souviens que j'ai eu le trac quand j'étais jeune et puis que j'avais des morceaux à chanter. Et c'était pas marrant.
Alors on avait le prof qui nous conduisait là avant le spectacle par la main derrière le rideau et puis c'est là, il était là, donc on était branchés sur l'énergie du prof, Voilà. c'était génial. Ah oui, oui. Mais on n'est pas toute la vie branchée sur quelqu'un. Il faut qu'on la lâche la maman. Alors il faut qu'on soit comme le petit bébé qui pousse son premier cri et youm, le ressort. Je suis moi. Avec les défauts, les qualités. Comme j'ai une certaine sympathie pour les bouddhistes, ça me fait beaucoup de bien pour mon ego parce que je sais que j'ai 50 qualités, j'ai 50 défauts. Je suis bien balancée. On garde de l'humour. Quoi vous dire, on craint moins l'autre puisque c'est difficile d'être... je comprends le trac quand on est coupé en deux. Quand on est tout seul, on ne peut pas avoir le trac puisqu'on est en équilibre tout le temps. Il faut gérer ça aussi, c'est ça. Oui. Et là, la gestion devient facile parce que pendant la séance, on ne pense plus. Mon but, c'est de recaler l'individu, recaler sa voix, il n'y a que ça que je peux toucher. Recaler la voix dans le corps, dans le ventre, dans la colonne, dans les côtes, dans les bras, dans les pieds, partout. Ça fait mal, ça tire, ça souffre. C'est sûr. Mais on y arrive. Il y a des gens qui m'en veulent parce qu'ils me disent, vous savez, toute la semaine j'ai eu mal au dos, j'ai eu mal au cou, j'ai eu mal. Et bien j'ai dit, qu'est-ce que vous lui en avez fait boire à votre dos et à votre cou pour qu'il souffre maintenant pour ressortir tout ça? Parce que ça ne ressort pas en image forcément, ça ressort en sensation. Puis le vécu, c'est par les douleurs. Certains voient des images, disent « Ah tiens, je me suis rappelé ça. » C'est possible. Il n'y a pas besoin de verbalisation. Oui, ça débloque l'énergie. Oui. C'est ça. C'est un grand nettoyage par la force de la vibration. En plus, ça rend joyeux. Ouais. Nous sommes tous des trompettes cabossées. Oui. N'est-ce pas? Et on se cabosse tous les jours. Ouais, c'est ce que j'allais. Je me cabosse tous les jours. On se cabosse tous les jours. Mais il faut se décabosser. Et on peut faire qu'un travail individuel quand on rentre en. Oui, c'est beaucoup mieux. Fatalement individuel. C'est beaucoup mieux en individuel au début parce qu'on a tous une certaine gêne à sortir ses tripes. Parce que c'est ça. La qualité du son, c'est ce que l'on est. Parce que dans une séance, donc on travaille les symétries, les équilibres corporels et une expression de son, ou de, je ne sais pas si c'est le mot son qui Ça se fait tout en même temps. Tout en même temps. Et oui, si on travaille la gestuelle, si on travaille la respiration et si on travaille le son, on reste encore en petits morceaux. Oui. Il faut tout recaler. Il faut retrouver, je vous redonne l'image du bébé parce qu'elle est trop géniale, elle est simple. Et on sent tout. Vous sentez une puissance, un petit bout de 50 cm. Il n'y met pas le mental. Il n'y a pas de mental. Et nous, c'est ça, c'est le mental qui nous cabosse. Puisqu'on se cabosse tous les jours, si on a fait ce travail, donc si on s'est restructuré, enfin, si on a déjà bien travaillé, bien progressé, est-ce qu'on est capable ensuite de se corriger soi-même? Oui, oui. Et c'est ça l'intérêt de la technique. C'est que je vous donne les moyens de vous restructurer tout seul. Alors, les sons, vous ne les faites qu'avec moi parce que je pousse très loin dans l'aigu. Ça fait peur, ça. Je pousse très loin dans l'aigu. Et donc, je ne vous demande pas de travailler chez vous les sons de cette manière. Par contre, je vous donne les moyens de les travailler sans faire de bruit. De manière à ne pas déplacer. Parce que si un son puissant est mal positionné ou est travaillé
hors de l'axe de l'individu, à ce moment-là, on arrive à des déviations très graves. Et ça, je préfère éviter. Et je vous dirais que ça existe même chez tous les bons profs de chant. Quand j'ai commencé le chant au conservatoire, chez moi, je travaillais la mélodie, je travaillais la rythmique, je travaillais le texte, tout ça séparé. Et quand j'arrivais chez mon prof, nous mettions tout ça en place ensemble. Je n'ai jamais travaillé un morceau seul. Parce qu'un morceau travaillé seul, quand on n'a pas encore l'oreille suffisamment expérimentée, on va vers des erreurs qu'il est après difficile de récupérer. Donc votre séance se fait d'abord à nettoyer les erreurs pratiquées pendant la semaine et on arrive à peine à aborder le positif. Donc c'est pas de l'avance. On avance mieux en travaillant sans la sonorité, mais en travaillant les muscles qui vont l'amener, ça suffit. Et pourquoi travailler les sons aigus? Pourquoi? Parce que dans les sons aigus, vous êtes en tension. Je suis pas musicien. Ça, je pose la Déjà, imaginez-vous en train de crier. Ah oui, Vous redressez la colonne vertébrale. c'est des sons aigus, ça. Oui. C'est le seul moyen que j'ai pour On peut faire des redresser sons la graves colonne. aussi. On peut faire des sons graves. Le lion, Ça ne redresse pas la colonne. le lion, quand il crie avec son ventre. Et il a 4 pattes. Ah oui, c'est vrai. Mais vous criez, de toute façon, vous travaillez avec votre ventre. Hein. Oui, c'est sûr. Et en tant que trompette cabossée, si l'on crie, si l'on pousse notre voix, enfin, je sais que personnellement, j'aime par moments chanter à tue-tête, ça fait respirer, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a quelque part un risque? Est-ce que quelque part ça peut être dommageable si pousser alors que si Non. on fait sans Non, méditation? vous ne risquez pas, sauf... Non, le seul danger que j'ai vraiment remarqué, c'est quand les institutrices crient dans la cour pour appeler un gamin ou lui interdire quelque chose. Ah oui. Là, oui, il y a des dangers et des crises d'aphonie. Mais lorsque vous êtes chez vous, vous chantez à tue-tête parce que vous êtes heureuse, Oui, il n'y a pour le plaisir. aucun problème. Mais je disais, là, c'est dans la technique où moi je fais pousser. Et là, il faut être dans une position bien particulière. Ah oui, dans la technique. C'est dans la technique. Hein. Sinon, non. Chanter, crier, ça vous fait du bien, courir. Quand même. Puis si vous êtes mal placé, de toute façon, après, vous ne pouvez plus chanter. Donc vous êtes tout de suite au courant de la qualité de votre son et de la position de votre corps. Excusez-moi parce que j'ai pas suivi le début de la conférence. Donc, peut-être quand vous aviez parlé du rapport entre l'émotion et la voix, donc en pratiquant l'ostéophonie, on travaille sur l'unité, donc sur l'équilibre, enfin en tout cas sur le fait d'être centré. Et est-ce que ça supprime les émotions ou est-ce que c'est justement la maîtrise des émotions? Enfin, quel est le lien